Merci à toi, Marc, et à ton organisation qui fait un boulot extraordinaire apparemment depuis 2 ans. Ravi d'avoir entendu la fin de Annie Laurent que j'ai connue à 30 ans au Liban, et j'ai aperçu aussi au premier rang Razika Adnani qui va vous passionner cet après-midi. Vous m'entendez pas? Ah oui. Il faut parler très très près. Très près, d'accord. Merci très beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la question de l'islam d'un point de vue mondial et aussi d'un point de vue européen, parce que ce qui nous intéresse, c'est la France et l'Europe. Et tout d'abord, la première observation, c'est que où va l'islam? C'est une très bonne question, mais moi, avant de dire où va l'islam, je dirais plutôt déjà comment en est-on arrivé là? Alors qu'est-ce qu'on appelle comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que le là? Le là, c'est le fait que même s'il faut faire une distinction entre islam et islamisme, bien évidemment, et encore plus entre musulmans et islamistes, et le texte, l'homme n'est pas forcément prisonnier du texte, le musulman n'est pas forcément islamiste, et donc même si ces distinctions sont absolument fondamentales, on en parle souvent avec Razika Adnani, et j'en parlais aussi avec Zemi Lemoine tout à l'heure, tout de même, le là, c'est-à-dire comment on en est arrivé dans cette situation de blocage, de fixité du dogme islamique et d'éclosion et de domination d'un islam standard. Ce que j'appelle l'islam standard, c'est un islam standard du Golfe, en gros fréro-salafiste. Comment on en est arrivé à la situation actuelle, qui est la suivante. L'islam officiel mondial, qui il y a un siècle était beaucoup plus pluriel, avec des islams traditionnels, teintés de maraboutisme, de soufisme, avec des écoles juridiques qui étaient différentes, mais qui étaient beaucoup plus liées à des visions locales, l'islam asiatique, l'islam africain, l'islam maraboutique, l'islam soufi, et sans même parler des divisions chiites sunnites. Comment on en est arrivé à un islam standard de type fréro-salafiste, qui vient en gros des pays du Golfe, et qui aujourd'hui s'impose tant dans nos banlieues, pas partout, pas tout le monde, mais beaucoup, que dans les pays d'Afrique, d'Asie, au Pakistan, en Indonésie, en Malaisie et dans le monde entier. Ce qui montre par ailleurs que le problème n'est pas que occidental, c'est pas uniquement la réaction à l'oppression, au racisme, à la discrimination. Ce que tu as très bien dit, Razika, un jour, tu as dit on ramène à la France un problème qui est mondial. Si la seule explication de cette éclosion de l'islamisme qui prend la place de l'islam, c'est-à-dire cet islamisme qui étouffe l'islam, qui devient de plus en plus synonyme d'islam, je répète, c'est pas pareil, mais il y a une islamisation de l'islam, même si l'expression peut paraître un peu bizarre. Eh bien, c'est parce qu'il y a des moyens. Alors, on va parler des moyens, parce que moi, je ne crois pas au hasard. En géopolitique, il n'y a pas de hasard. Il y a des plans, des moyens, des structures, des minorités qui font l'histoire, des groupes agissants et des masses amorphes, passives, qui se laissent faire ou qui ont peur et qui donnent la part belle à ces minorités agissantes. Ces minorités agissantes, en plus, quand elles ont beaucoup d'argent, et quand en plus elles ont la capacité de faire peur, c'est pas mal quand même, ça fait un bon mix. Si vous avez beaucoup d'argent, vous avez des États derrière vous, et en plus vous pouvez, par des gens bien sûr dont vous désolidarisez, vous faites buter régulièrement des gens. Si à la fois vous avez la possibilité de faire peur physiquement et mentalement, et en plus vous avez beaucoup d'argent, et en plus vous contrôlez les lieux saints, c'est quand même pas mal. Quand on nous dit l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme, c'est vrai dans l'absolu. Dans les faits, c'est plus vraiment vrai, puisque la base de l'islam d'un point de vue rituel, Haramain, les 2 lieux saints principaux, parce que maintenant on parle de la Palestine, 3e lieu saint, non, les 2 lieux saints, c'est la Mecque et Médine. Ces 2 lieux sont contrôlés par un État, l'Arabie saoudite, qui devrait s'appeler l'Arabie saoudo-wahhabite, puisque c'est une joint venture, c'est une alliance entre une tribu bédouine qui avait un grand passé de razzia et de mœurs tribales locales, et un fanatique qui représentait l'islam le plus fanatique de toute la péninsule, alors qu'en Arabie saoudite, il n'y avait pas que les wahhabites, qui est une des versions du salafisme, il y avait aussi d'autres courants. Je parle sous le contrôle de la philosophe et théologienne Razika Adnani. Il y avait d'autres courants que le wahhabisme, mais les Saouds, pour justifier la prise des lieux saints de la Mecque, qui au départ appartenait à la famille actuelle régnante en Jordanie, qui est beaucoup plus modérée. Les shérifs de la Mecque n'étaient pas les Saouds ni les Wahhabites. Mais pour justifier en fait une usurpation d'un lieu dont ils n'étaient pas les détenteurs et les producteurs d'islam officiel, eh bien ils ont pris un courant le plus radical, celui qui était le plus puriste, et donc effectivement, si vous voulez être plus royaliste que le roi, plus islamiste que le musulman, plus shérif, gardien des lieux saints que
la famille en place, eh bien vous dites, moi je suis pur, j'ai l'islam véritable, le tawhid, celui de l'unicité absolue. On est contre toute forme de mécréance, d'associationnisme, de polythéisme, et en fait on accuse tous les autres musulmans de ne pas être des vrais musulmans parce qu'ils ont quelques traditions, ils ont le culte des saints, ils ont parfois du soufisme. Non, tout ça c'est des faux. Et comme nous on est les vrais, on est légitime pour contrôler les lieux saints. C'était assez intelligent de la part des Saouds, qui eux étaient purement des businessmen et des affairistes, qui ont d'ailleurs vendu leurs énergies pour pas grand-chose au départ aux Américains, d'où le pacte de Quincy, 1945, Ibn Saoud, Roosevelt font un pacte islamisme contre pétrole. En gros, tu fais ce que tu veux, tu coupes les mains chez toi, et moi j'oublie les droits de l'homme, et tout à coup je suis plus du tout moraliste. L'Amérique d'habitude, si moraliste, je suis pas du tout moraliste, tu fais ce que tu veux, tu zigouilles chez toi. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, dans le wahhabisme, on lapide, on crucifie et on pend. C'est pas mal. Et la crucifixion, c'est normalement pour certains cas d'apostasie et de blasphème, quand on crucifie, après on coupe la tête et on laisse pourrir le crucifié, la tête coupée sur un poteau. C'est quand même, c'est pas très très loin de Daesh. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand Daesh a pris le contrôle de l'Irak et d'une partie de l'Irak et de la Syrie en 2014, 2015, 2016, ils n'avaient pas de manuel scolaire parce qu'ils avaient des ministères de la culture, de l'éducation. Ils ont essayé de faire un État, mais ils ont pris les manuels saoudiens, qui se réfère au salafisme wahhabite, qui était parfaitement compatible à l'idéologie de Daesh. En gros, l'Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi, et Daesh, c'est une Arabie Saoudite qui a échoué. Mais c'est la même chose au niveau des idées de l'idéologie. Donc quand on nous dit l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, déjà c'est faux. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'islam qu'on aime, Razika ou moi, l'islam éclairé qui existe, l'islam réformiste, l'islam intellectuel, il existe, il faut le répéter. C'est ma seule petite nuance avec Zemmour, elle est de taille. C'est que l'islamisme n'est pas tout l'islam, il ne résume pas tout l'islam. Il y a des courants musulmans modérés qui existent. Depuis le califat abbasside, les fameux Moutazilites, les Moutazilites qui pensaient que même si ce n'étaient pas des anges, ils ont quand même été des califes, mais ils pensaient que le Coran était interprétable, qu'il n'était pas création totalement divine, enfin il n'était pas incréé, il était aussi en partie humain. Donc les Moutazilites, à peu près entre le 9e et le 8e et le 9e siècle, ils ont régné à peu près 35 ans. Pendant 35 ans, le calife de l'islam sunnite mondial était pour les traductions des œuvres grecques et était pour une philosophie, une ouverture et pour une possibilité d'interpréter le texte sacré. Et l'idée, c'était que le Coran n'était pas incréé, c'était pas un miracle total, c'était aussi en partie œuvre humaine. C'est quand même une école très intéressante. Elle a existé au sein même de l'orthodoxie de l'islam parce que le califat, c'était l'islam orthodoxe dominant. Plus proche de nous, en 1925, le fameux Abdel Razek à El Azhar, deuxième lieu important de production d'islamité officielle, El Azhar en Égypte. Abdel Razek nous explique en 1925, c'était un imam et un théologien quand même assez intelligent et tout à fait autorisé et apte et reconnu par ses pairs au début. Il a écrit «L'islam et les fondements du pouvoir» en 1925, où il explique qu'il faut adapter non pas la foi, mais les rituels et les dispositions juridiques et temporelles et politiques, il faut les adapter au temps moderne, et il explique qu'on n'est plus aux mœurs bédouines, qu'il faut évoluer. Ça ne remet pas en question la foi, les 5 piliers de l'islam, on peut les pratiquer sans ennuyer personne. L'aumône légale, prier, faire la charité, aller, si on peut, au voyage, à la Mecque, le Hajj, etc. Les 5 piliers de l'islam, on peut les faire en ennuyant personne et en étant absolument pas nocif pour la République. Mais lui, il disait donc on ne touche pas au domaine de foi, la foi c'est la foi. D'ailleurs, la foi musulmane, parfois, elle ressemble un peu à la foi juive. C'est un monothéisme assez strict, contrairement au christianisme qui est accusé à El Azhar d'être un trithéisme. Il faut savoir qu'à El Azhar, des textes officiels ont dit que les chrétiens étaient des trithéistes et qui mangeaient Dieu en plus. Donc, imaginez comment on est perçu quand ils nous disent « oui, le dialogue islamo-chrétien », ils n'en croient pas un mot. Quand je dis « il », l'islam officiel nous prend pour des trithéistes dans le meilleur des cas, et des associationnistes dans le pire. Donc, El Azhar d'un côté, l'Arabie Saoudite de l'autre. El Azhar, c'était pas aussi extrême, mais pendant les années 60, 70, 80, 90, il y a eu une infiltration des frères musulmans, mais aussi l'influence du salafisme saoudien. Alors on nous dit toujours, frères musulmans, salafistes, c'est pas pareil, c'est la même chose au départ. Sauf que les frères musulmans, c'est le salafisme malin, vicieux,
qui est capable d'avoir des cravates et de s'allier avec des LGBT, des wokistes, et ce qu'ils font au Conseil de l'Europe. La campagne pro-voile récemment, c'était le féminisme islamique. C'est une alliance de wokistes, d'extrême gauche athées et de quasi-fémènes avec des adeptes du port du voile. Du port du voile, c'est assez extraordinaire quand même. Donc les frères musulmans, c'est le salafisme vicieux, habile. Mais ils sont salafistes. Ils parlent de la salafia. J'ai plein de discours de chefs de frères musulmans ou d'idéologues, pas uniquement Tariq Ramadan, qui explicitement emploient le mot salafia. C'est des salafistes, mais réformistes. Ils veulent un salafisme adaptable, capable comme une anguille de se faufiler un peu partout, tandis que le salafisme saoudien, on pourra dire que c'est un salafisme conservateur et un peu plus étatique, lié à un pouvoir, tandis que le salafisme des frères musulmans, il est révolutionnaire, il est transnational. Et donc très compatible avec Macworld, avec le politiquement correct, d'où AJ+. Dans AJ+, c'est Internet d'Al Jazeera. Depuis des années déjà, il y a ce qu'on a vu au Conseil de l'Europe récemment, une alliance de wokistes, de LGBTistes et de port du voile. En gros, le slogan est assez habile. C'était le secret de la campagne en 2002 d'un certain Erdogan en Turquie. Il disait la mini-jupe ou le foulard islamique, chacun choisit. En gros, il était très malin. Il mettait au même plan le féminisme dénudé ou libéral et le droit au port du... En gros, c'est juste un choix. Chacun fait ce qu'il veut. Dès lors que le musulman n'est pas contaminé par les idées du non-musulman, chacun fait ce qu'il veut si chacun reste dans son quartier et ne change pas de religion. Donc c'est assez malin parce que ce relativisme a permis de faire passer, y compris chez les antiracistes, wokistes, LGBTistes, pro-trans, anti-homophobes, l'idée que le port du voile, dès lors que ce n'est pas des gens qui vous tuent, finalement c'est juste un droit à la différence, et être contre le voile, ce serait de l'antiféminisme. Extraordinaire. Ça, c'est les frères musulmans. Donc ils sont un peu plus malins. En fait, ils sont beaucoup plus dangereux que les wahhabites francs du collier, puisqu'ils sont beaucoup plus fourbes, et ils avancent masqués, et ils sont capables, comme tous les maîtres de la manipulation, de faire des renversements, des subversions, subvertir, renverser. Et là, très grande habilité. Donc, depuis les années 70-80, on a le pôle salafiste conservateur étatique wahhabite promu par l'Arabie saoudite qui a dépensé, tenez-vous bien, 80 milliards de dollars juste pour la propagande, l'extension du salafisme wahhabite dans le monde. À Paris, 3000 m² à Mantes-la-Jolie, c'est le siège de la Ligue islamique mondiale, qui est l'officielle organisation des Saoudiens pour promouvoir le salafisme wahhabite. Mais c'est le salafisme. C'est-à-dire que le salafisme s'est étendu officiellement dans nos pays, avec l'accord de nos hommes politiques, de nos pouvoirs. En Belgique, ils ont 2500 m² à Bruxelles. Ils ont des sièges européens, et dans les grandes capitales, à Londres aussi. Ils ont des grandes mosquées, à Londres, à Paris, à Rome, la mosquée de Monte Antene. C'est une mosquée faite par la Ligue islamique mondiale, qui a été dirigé un temps par un ancien ambassadeur converti en Arabie Saoudite parce qu'il a été acheté quand il était ambassadeur dans l'Italie en Arabie Saoudite. Donc en plus, l'argent, ça compte quand même. Ça compte, c'est pas tout, mais ça compte. Et donc ce salafisme saoudien officiel a été officiellement, il a pignon sur rue, il a été officiellement distillé dans nos démocraties. La Ligue islamique mondiale, donc, elle a dépensé, selon un calcul de la fille de l'ancien ministre du pétrole saoudien, c'est intéressant. Elle a fait un calcul qui a été vérifié par le Trésor américain. Après le 11 septembre, il y a eu plein d'études. 80 milliards de dollars pour répandre en 45 ans, sur 45 ans, l'idéologie islamiste, c'est 7 fois plus que tout le budget de l'Union soviétique pour répandre le communisme dans le monde pendant la guerre froide. Pas mal quand même, 7 fois plus. C'est-à-dire que les salafistes, à eux seuls, sans parler des frères musulmans, du tabligh, du miligurush turc, juste les fréristes, non, les salafistes saoudiens wahhabites, 80 milliards de dollars pour développer leur islam standard en Afrique, en Malaisie, en Indonésie, ce qui explique qu'en Afghanistan ou en Malaisie, vous aviez des filles en mini-jupe ou des gens très laïcards. En Indonésie, vous vous rappelez l'Indonésie des non-alignés, c'était presque Tito, c'était très laïcisant, socialisant. L'Algérie aussi, ton pays d'origine, c'était quand même... Moi, je vois des photos des années 60, tout le monde n'était pas dévoilé, ça c'est faux. Il y avait encore des fichus traditionnels. Mais il y avait la possibilité d'être beaucoup plus laïque qu'aujourd'hui, où aujourd'hui en Algérie, c'est 35% des mosquées qui sont contrôlées par des salafistes. Il y a aussi des frères musulmans, puis il y a aussi l'islam d'État. Donc il y a une salafisation des esprits du Maghreb en Afrique noire. Regardez le Mali, ce qui est devenu le Mali. Le Mali, le Burkina Faso, où il y avait un islam soufi, maraboutique, teinté de superstitions locales africaines. Aujourd'hui, il y a une éradication de cet islam-là. Les salafistes, quand ils prennent, qui sont quand même des locaux, mais convertis à cet islam standard, qui est venu d'Arabie Saoudite, et quand ils prennent des villages, ils zigouillent tout ce qui est soufi, marabout.
C'est leur pire ennemi. Avant même de s'en prendre aux chrétiens, ils s'en prennent aux mauvais musulmans. Donc cet islam standard, il procède par la diplomatie des pays qui ont pignon sur rue, à qui nous devons des choses, nous sommes obligés par eux, et nos élites sont souvent achetées. C'est l'Arabie Saoudite, c'est la Ligue islamique mondiale. C'est également des organisations comme l'Organisation de la coopération islamique, 57 pays musulmans, la seconde plus grande organisation mondiale après l'ONU. Imagine le budget, quand on sait que c'est le Pakistan, mais surtout l'Arabie Saoudite, le Qatar qui sont derrière, et aussi la Turquie d'Erdogan, un de ses fonctionnaires a longtemps présidé l'OCI, mais les pays les plus actifs dans l'OCI, c'est Qatar, Arabie Saoudite surtout, et Pakistan et Turquie. Donc les pays qui sont le plus déchaînés contre l'Occident à l'ONU, systématiquement, pour susciter des résolutions qui condamnent l'islamophobie occidentale. Ce qui est assez rigolo, c'est que l'OCI, qui est donc la seconde plus grande organisation du monde intergouvernementale, qui est observateur officiel de l'ONU, donc qui est structurellement dans l'ONU, elle a produit une déclaration islamique universelle des droits de l'homme contradictoire, totalement opposée à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui conditionne tout droit de l'homme à la charia. Imaginez ce que c'est les droits de l'homme dans la charia. C'est-à-dire, déjà, il précise d'ailleurs, on a le droit d'exercer librement sa religion à condition qu'un musulman ne change pas de religion. Ce que la charia punit de peine de mort. C'est assez orwellien. Les droits de l'homme conditionnés par la charia, et pas la charia par exemple des Alévis ou des babakouls de l'islam bektashi albanais qui mangent du porc. Non, non. La charia des Saoudiens salafistes. Imaginez ce que c'est que les droits de l'homme dans le salafisme. Donc ubuesque, mais très malin en même temps. On subvertit des mots qui plaisent aux Occidentaux, qui sont prisonniers de ce qu'ils aiment entendre. Et du coup, on est agréé, on est observateur officiel, et on a même une déclaration islamique universelle des droits de l'homme, reconnue par les Nations Unies comme l'une des déclarations des droits de l'homme dans le patrimoine onusien des droits de l'homme. Ces organisations, Ligue islamique mondiale, des États comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, la Turquie, l'OCI, 57 pays musulmans, mais aussi d'autres organisations comme l'UNESCO des musulmans. Moi, j'adore cette organisation, l'ISESCO sur la science et la culture. C'est l'ONU du monde musulman qui a été... Voilà, c'est comme l'UNESCO, mais version islamique. L'ISESCO, ça s'appelle ISESCO, donc c'est Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture. Elle a développé un programme très intéressant, et elle est très liée historiquement à l'Arabie Saoudite et à l'OCI, mais en même temps, elle a comme référence suprême un type très intéressant, ce qui montre que la guerre entre Arabie Saoudite et frères musulmans, elle est relative. Kardawi. Youssef El-Kardawi, l'inspirateur de toutes les structures européennes des frères musulmans, grand prédicateur vedette d'Al Jazeera, qui explique comment battre sa femme, comment l'islam, normalement, on tue personne, c'est pas bien, sauf 3 exceptions. Si vous voulez, vous pouvez acheter le livre, Le licite et l'illicite. Kardawi explique aux musulmans européens, car c'est le jurisconsulte qui est de référence de l'Institut de la Fatwa européen. C'est aussi le jurisconsulte de référence de Saint-Léger du Fourgeret, l'Université des sciences humaines de Saint-Léger du Fourgeret à Château-Chinon, qui a été donné sous pression de Daniel Mitterrand par Mitterrand pour 1 euro symbolique et qui forme les imams européens. Kardawi, c'est la référence suprême de l'islamisme des frères musulmans en Europe, et il explique dans un livre en vente libre, en France, que j'ai jamais réussi à faire interdire, j'en ai parlé 2 fois à des ministres de l'Intérieur, il explique aussi qu'il y a 3 raisons pour lesquelles un musulman peut buter quelqu'un. L'adultère, le blasphémateur et l'apostat. C'est-à-dire que si on lit un texte officiel, le licite et l'illicite, de M. Kardawi, en vente libre sur Amazon, ces ouvrages, j'en ai recensé une dizaine en vente libre sur la FNAC. Il est en vente dans plusieurs librairies, les bonnes librairies islamiques le vendent. C'est la référence suprême. Son ouvrage est un best-seller dans toute l'Europe. Il s'adresse aux musulmans de l'extérieur. Et il explique que c'est pas bien de tuer quelqu'un, sauf 3 exceptions. Sympa. Et ça veut dire quoi? Si, parmi ces 3 exceptions, il est bon de tuer un blasphémateur, pas besoin d'aller voir Daesh pour buter Samuel Paty il y a un peu plus d'1 an. Il suffit de lire Kardawi, qui lui est en vente libre, et dont les organisations ont pignon sur rue chez nous, puisque en France, à peu près 30% des mosquées, c'est des frères musulmans. Et les mosquées des frères musulmans sont inaugurées par nos élus, de droite comme de gauche. Les frères musulmans ont pignon sur rue en France, en Grande-Bretagne, leur nouveau guide spirituel est réfugié à Londres, capitale internationale des frères musulmans, et les frères musulmans ont des organisations féministes et de jeunes, comme la Fémiso, dont on a parlé il y a quelques jours. C'est la fameuse organisation de jeunes frères musulmans qui a fait un atelier payé
450 millions d'euros par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe pour faire la campagne pro-voile We Can, qui a fait... heureusement, la France est le seul pays qui a réagi et le Conseil de l'Europe a dû faire marche arrière, mais c'était une promotion du voile islamique sous couvert d'antiracisme et de lutte contre la discrimination. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, ainsi que l'OSCE, 3 organisations pan-européennes, ont agréé parmi leurs structures officielles financées à plusieurs millions par an, pratiquement que des organisations fréristes quand il s'agit de la discrimination contre les musulmans. L'ECRI, l'ENAR, c'est les abréviations d'organisations de lutte contre la discrimination, ne parlent pratiquement que de la discrimination envers les musulmans, qu'ils appellent islamophobie. Bien sûr, l'antichristianisme n'existe pas. Hein. D'ailleurs, dans l'Union européenne et au Conseil de l'Europe, on ne parle que de discrimination envers les musulmans et parfois, pour plaire un petit peu, pour avoir l'air un peu plus équilibré, on parle de l'antisémitisme. Jamais de l'antichristianisme, jamais, ça n'existe pas. Donc votre religion, vous qui êtes majoritairement chrétien, sachez qu'elle n'est pas du tout prise en considération par les instances européennes, donc d'une civilisation majoritairement chrétienne, pour une raison très simple, qui se tient. Dans un discours, ça peut être un sophisme acceptable, puisque c'est la religion majoritaire des gens qui sont majoritairement là, et à un moment ils ont dominé. C'est la religion du dominateur, donc par définition, un chrétien ne peut pas être persécuté, puisqu'il est par essence dominateur, et le non-chrétien est par essence dominé. Mais il y a une grande hypocrisie dans cette appellation, parce que toutes ces organisations qui luttent contre la discrimination antisémite et anti-musulmane sont foncièrement antisémites. C'est ça qui est rigolo. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus ubuesque, le Milli-Görüş turc, qui est la version turque des frères musulmans. Les frères musulmans qui ont infiltré ces 2 grandes organisations, ECRI et ENAR, donc les réseaux européens officiels de lutte contre la discrimination, systématiquement, les ateliers, les logos, les opérations, mais il faut même des formations, ils s'adressent aux journalistes, ils font même des opérations de conseil pour inviter les gouvernements de tous les pays européens à changer les manuels scolaires pour donner une vision positive de l'islam et même de l'islamisme, puisqu'il faut avoir aussi une vision positive du voile. Ça, c'est la grande idée à l'heure actuelle. Les organisations officielles européennes de lutte contre la discrimination envers les musulmans considèrent le port du voile comme un motif de discrimination. En gros, une femme qui porte le voile, par essence, elle est victime puisqu'elle va susciter la désapprobation. Donc il faut changer les comportements et les visions des Européens pour qu'ils acceptent le voile islamique. Si ça, c'est pas la promotion de l'islamisme, on se demande ce que c'est. Parce qu'en plus, c'est pas le voile de nos grands-mères. En Sicile, on était voilés aussi. Nos grands-mères étaient voilées. Mais c'est pas le voile, le fichu, où on voit un bout d'oreille et de cheveux. Non, c'est le voile islamique où on cache tout ce qui pourrait tenter l'homme, notamment le lobe d'oreille. Il paraît que c'est très excitant, le lobe de l'oreille. Il paraît que les cheveux ici, là, c'est très excitant aussi. C'est le voile costume politique. C'est important de distinguer, parce que moi, quand je vois une femme voilée, je ne suis pas horrifié. Si elle a un fichu qui montre un bout de cheveux, ce n'est pas une islamiste. Le vrai islamiste, il montre, c'est vraiment minimum ça. Donc même une bonne sœur chrétienne, catholique, c'est pas vraiment un voile. Il n'y a que les orthodoxes chrétiens qui ont des voiles très, 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 très poussés. Mais ça n'a pas la même signification. Voilà, donc... je sais qu'il y a deux sœurs que je salue aujourd'hui ici. Elles sont bien voilées quand même. Hein, elles sont islamiquement correctes. Vous serez peut-être épargnés. D'ailleurs, un islamiste un jour m'a dit on peut épargner une sœur à condition qu'elle ne fasse pas de prosélytisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bémols. Si elle fait le moindre prosélytisme, aucune pitié. Mais si elle ne fait pas de prosélytisme, si on peut prouver qu'elle n'a aucune action prosélyte, elle peut être épargnée pendant le chemin du djihad. Et alors, on a les ESCO, on a bien sûr les frères musulmans, j'en ai parlé, association islamiste qui est née en réaction à l'abolition du califat par Atatürk. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le Milli-Görüş turc, qui n'est pas une antenne d'Erdogan, contrairement à ce qu'on a dit, c'est la matrice de l'islamisme politique turc, dont vient Erdogan. Erdogan s'en est émancipé en créant l'AKP, alors que le Milli-Görüş a son propre parti encore plus dur qu'Erdogan. Quand tous les médias ont dit récemment, la mosquée de Strasbourg, les écolos veulent financer le Milli-Görüş, organe d'Erdogan, non, c'est un organe qui est la matrice de l'islam politique et qui est plus dur qu'Erdogan et qui reproche à Erdogan de s'être allié aux nationalistes. Ils sont plus islamistes qu'Erdogan, le Milli-Görüş. Le Milli-Görüş a comme idéologie officielle, comme les frères musulmans, une théorie très, très facile à comprendre. Le califat a été aboli par Atatürk, un mécréant, enfin un apostat d'origine albanaise mais turque,
qui était d'origine alévi, Bektashi. Donc c'est un courant de l'islam très très laïque et très minoritaire. Et en tant qu'apostat issu d'une secte totalement bannie par le sunnisme, c'était déjà un ennemi de l'islam, mais ils vont plus loin. Ils disent en fait il était également secrètement juif. On appelle ça domné en Turquie. C'est un juif masqué. Et bien entendu, on sait parfaitement qu'il a rien de juif. C'est un pur albanais d'origine, albanais Bektashi. Mais tous les islamistes de tous les courants arabes et turcs systématiquement présentent Atatürk comme le fruit du complot judéo-maçonnique que les chrétiens, les juifs et les francs-maçons auraient mis en place pour détruire de l'intérieur le califat. Et les frères musulmans ont été créés 4 ans après l'abolition du califat par Atatürk, d'où l'alliance entre Erdogan et les frères musulmans. C'est une vieille alliance et c'est l'idée de rétablir le califat, et le dernier était basé à Istanbul. Et donc, on comprend mieux l'alliance entre ces deux pôles. Donc, vous voyez, ISESCO, LIM, Ligue islamique mondiale, Arabie saoudite, Qatar. Alors, le Qatar a créé en Europe une association qui a pignon sur rue, dans tous les pays européens, European Trust, financée par Qatar Charity, qui finance tous les projets des grandes mosquées dans toute l'Europe, en Sicile, en Italie du Nord, en Espagne, à Strasbourg, à Mulhouse récemment, 20 millions d'euros la mosquée de... Et il finance à la fois les projets des frères musulmans et du Millî Görüş. Donc Millî Görüş turc et frères musulmans travaillent totalement de concert avec comme appui financier le Qatar et comme appui politique la Turquie d'Erdogan, qui nous menace de plus en plus et qui utilise des djihadistes de Syrie pour faire des guerres contre les Arméniens, pour faire des guerres contre le camp Haftar en Libye, etc. Donc on n'a pas un complot. Quand on traite les anti-islamistes de complotistes, il ne faut pas se laisser faire. Il faut répondre non. Le complotiste, ce n'est pas une bonne chose. C'est débile, le complot. En général, c'est stupide. Moi, je ne suis pas un complotiste. Mais par contre, il y a des plans. Le complotisme, c'est de voir une organisation secrète qui ourdit tout, qui commande tout. Alors, il y en a qui pensent au CFR, d'autres aux francs-maçons. Ils pensent qu'il y a une cellule à New York qui gère tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il y a des plans. Il y a des gens qui ont un plan, mais ils sont divisés, c'est complexe, ils ne sont pas unis. Les frères musulmans n'ont pas les mêmes intérêts que les Saoudiens, ils sont en guerre en ce moment. Le Tabligh est très obscurantiste, c'est une organisation indo-pakistanaise qui est également membre du CFCM en France, mais ils n'aiment pas les salafistes, qui eux-mêmes sont divisés entre salafistes, réformistes, fréristes et wahhabites. Il y a encore une troisième catégorie, c'est les salafistes djihadistes. Donc il y a une grande diversité, mais il n'y a pas de complot, il n'y a pas de plan uni, mais il y a une convergence. La convergence des pôles islamistes, qu'ils soient coupeurs de tête, c'est-à-dire ceux qui intimident par l'assassinat physique et la terreur psychologique et physique, et les coupeurs de langue, ceux qui vous intimident en infiltrant l'antiracisme et en vous traitant systématiquement d'islamophobes, ils ne sont pas dans la même logique. Je vais vous dire pourquoi. Les frères musulmans sont très bien vus en Europe parce que depuis quelques années, depuis 25 ans, ils ont théorisé une idée qui est très 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 maligne. Normalement, le monde musulman est divisé, le monde est divisé entre Dar el-Harb, terre de la guerre, et Dar el-Islam, terre à la fois de la paix et de l'islam, puisque islam et paix, ça va ensemble, on n'a la paix que quand on est soumis à l'ordre islamique. Donc Dar el-Harb, Dar el-Islam. Mais les frères musulmans ont dit déjà depuis 25 ans, grâce à M. Kardawi, le grand jurisconsulte des frères, l'Europe est tellement... Alors là, ça m'a sidéré quand j'ai lu ces textes, parce que Tariq Ramadan en reparle presque dans ces termes. L'Europe est tellement neutre, elle est tellement déchristianisée, elle est tellement terra nullius, elle est tellement dans l'oubli de soi, dans le reniement d'elle-même, qu'elle ne peut plus être considérée comme Dar el-Harb, terre de la guerre, puisqu'elle ne résiste pas du tout à l'islamisation. Au contraire, on finance l'islamisation. Plein de mosquées salafistes, tabligh, Millî Görüş ou fréristes sont financées. Un exemple, la mairie de Rotterdam a payé pendant plusieurs années Tariq Ramadan comme employé de la mairie. La mairie de Londres a employé plusieurs années Kardawi, le chef spirituel des frères musulmans. Et le Conseil de l'Europe, l'OSCE et l'Union européenne payent plein d'associations antiracistes totalement infiltrées par des frères musulmans identifiés comme la FEMISO ou l'UOIE, l'Union des organisations islamiques européennes. On le sait, on a des preuves et tout ce que je dis malheureusement est parfaitement vérifiable. Donc c'est vrai que si vous vous mettez à la place d'un islamiste comme Kardawi, il est très malin, il dit, pour être bien vu par les pouvoirs publics, on va leur proposer un deal qui est le suivant. Nous, on organise une Pax Islamica, vous nous aidez à contrôler les musulmans, parce que la phobie du frère musulman et de l'islamiste en général, c'est que le musulman devienne laïque, ou qu'il perde son islamité. Ça c'est très grave. Il faut absolument le replier. Il faut faire naître chez lui une envie de ghetto volontaire, de repli volontaire, de séparatisme. Comment ? Par une stratégie de paranoïsation. Et là, c'est très malin. Et ce n'est pas que mon interprétation. Lisez les textes de la Ligue islamique mondiale, lisez les textes de l'OCI, le lobby islamique mondial,
plus grande organisation après l'ONU agréée dans l'ONU. Lisez les textes de l'ISESCO, notamment un texte que vous connaissez probablement pour ceux qui s'intéressent, c'est la stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Texte de l'UNESCO des musulmans, qui est une organisation très influente. Très influente. Et l'idée, c'est de développer un islam pur, d'empêcher la contamination du musulman par les idées impies des sociétés d'accueil mécréantes, et donc systématiquement invoquer l'islamophobie comme la pire des formes de racisme. Et donc on paranoïse le musulman. Moi j'ai même des élèves parfois que j'arrive à raisonner, parce qu'ils sont encore jeunes, ils sont encore malléables, mais ils sont persuadés que tout le monde est contre eux. Un jour une étudiante, pas du tout islamiste pourtant, tunisienne, me dit: de toute façon monsieur, mon école de commerce ne sert pas à grand chose, parce que de toute façon les juifs ont tout, c'est eux qui dominent tout, et ils ne voudront jamais employer une musulmane. C'est intéressant. On arrive à leur faire croire ce genre de truc. Avant même qu'ils soient sur le marché du travail, on leur dit: de toute façon, tu n'as aucune chance. Le croisé, il n'aime pas trop les musulmans. Alors le juif, qui d'ailleurs commande le croisé, c'est bien connu, le croisé obéit aux juifs. Ça, c'est la vision des islamistes. Les juifs et les francs-maçons sont obéis par les chrétiens, qui sont en fait des abrutis, qui sont complètement crétinisés et qui sont juste les valets des judéo-maçonniques. C'est vraiment leur vision du monde. Les frères musulmans et le Miligurush vous expliquent que tout vient du complot judéo-maçonnique, les chrétiens n'étant que leurs valets. Donc c'est un complot judéo-christiano-maçonnique, parce qu'ils sont tous ensemble. Et d'ailleurs, ils invoquent souvent le Coran, sourate 3. Ne prenez pas pour amis les chrétiens et les juifs, ne les prenez pas pour patrons, ils sont amis les uns les autres, et vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. Donc une idée de suprématisme, mais comme ils ne peuvent pas annoncer clairement leur idée suprémaciste, nous sommes les meilleurs, nous sommes supérieurs, ce sont des suprémacistes et foncièrement antisémites qui ont réussi quand même à être agréés dans toutes les organisations antiracistes qui se disent opposés à l'antisémitisme. Ça, c'est assez fort quand même. Alors, je vais vous donner un exemple. Lisez Kardawi. Kardawi, il a pendu une fatwa il y a quelques années qui explique que les juifs, il faut les tuer, et il cite le Coran et des hadiths, y compris s'ils se cachent derrière un arbre ou une pierre, l'arbre et la pierre parlera pour que le juif puisse être tué par le bras du musulman. Des gens qui viennent d'une organisation parrainée par Kardawi, qui a expliqué également, dans une vidéo que vous pouvez retrouver, Hitler, quand même, il a donné un bon signal en punissant les juifs, il leur a donné une leçon. Quand même, c'est assez extraordinaire quand même. Eh bien, ce sont ces gens qui font partie des organisations européennes financées par nos impôts pour lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme. C'est comme si vous chargez un nazi de lutter contre le nazisme. C'est extraordinaire. Là, c'est le nazisme islamique qui est utilisé pour lutter contre l'antisémitisme. C'est complètement ubuesque, c'est fou. Ces organisations sont toutes obsédées par le juif, toutes antisémites, et elles travaillent avec des gens qui, soi-disant, luttent contre l'antisémitisme et le racisme anti-musulman. Mais bien entendu, je répète, l'antichristianisme n'est jamais mentionné dans aucun texte sur la discrimination. C'est toujours uniquement, bien sûr, mais surtout les musulmans. Donc voilà, il y a un véritable plan de conquête. Et pourquoi je dis qu'il y a un lien entre coupeur de tête et coupeur de langue? Parce que la grande fourberie des frères musulmans, mais aussi de ces grandes organisations dont j'ai parlé, et quelque part c'est leur génie, c'est le génie de l'islamisme, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, moi si j'étais musulman, et j'imagine Razika, tu as dû souvent te poser la question, s'il y a un attentat où on invoque le nom d'Allah pour tuer de manière la plus barbare un prêtre, une vieille dame, un flic, un militaire, un athée, tantôt un athée, un chrétien, n'importe qui, de n'importe quel milieu, force de l'ordre ou pas, chrétien ou pas, juif ou pas, athée, donc tout le monde en a pour son compte. Je me dirais quand même, il va peut-être falloir passer un meilleur message de ma religion, et même si ça, c'est pas ma religion, effectivement, beaucoup de musulmans, sincèrement, sont blessés qu'on puisse croire que ça, c'est la religion, parce que c'est une pub pour une vision djihadiste de la religion. Eh bien, ça devrait être une formidable occasion de remettre en cause ce qui, dans l'islam orthodoxe, produit par les grandes organisations, mais aussi par des textes qui n'ont jamais été réformés et qui datent du Xe siècle, les 4 écoles juridiques de l'islam sunnite qui sont en gros d'accord sur l'infériorité du musulman, de la femme et de l'esclave, et qui sont d'accord sur l'utilisation de la violence pour l'extension de l'islam et du califat. Soi-disant toujours comme défense, mais en fait, la violence et le califat devait faire au moins une guerre par an pour étendre le règne de l'islam. C'est tout à fait orthodoxe. Donc, si j'étais musulman, je me dirais, chaque attentat doit être une occasion pour essayer de réduire ce qui, dans des textes, peut motiver un islamiste djihadiste. Et c'est pas moi qui le dis de l'extérieur. Un ancien djihadiste franco-algérien de Lyon, David Valat, ancien terroriste du réseau GIA,
volontaire en Afghanistan chez Al-Qaïda, et il faisait partie de ce réseau GIA Al-Qaïda, des prémices qui, dans les années 90, étaient à l'origine de plusieurs attentats terroristes. Il dit lui-même, il y a un continuum, et il dit on ne peut pas comprendre la motivation d'un djihadiste si on ne remet pas en question une sourate du Coran qui est extrêmement importante, et pas uniquement les hadiths, les textes qui complètent, une sourate du Coran qui promet le paradis. Il me dit, à chaque fois, pour motiver un djihadiste, là où on arrivait vraiment à le motiver, on lui disait, lis cette sourate. Je ne me rappelle plus exactement de la phrase. Mais c'est une sourate, il me disait, qui est très importante parce que le seul moment où dans le Coran, il y a une promesse du salut, de l'au-delà, c'est mourir et être tué pour le jihad fi sabilillah, donc l'effort de guerre sur le sentier de Dieu. Et il disait, bien entendu, on peut le relativiser, on peut le contextualiser, voire l'interpréter, voire dire qu'on peut traduire autrement, ok. Mais cette interprétation-là, littérale, djihadiste, violente, expansionniste, suprémaciste et barbare, et ultra-violente, sadique, elle est quand même très présente dans de nombreux textes officiels de l'islam sunnite, et j'ai relu pas mal de textes là-dessus et de spécialistes, on n'a aucun doute là-dessus, que le djihad considéré comme la lutte contre ses propres péchés, le magnifique djihad fort cher aux soufis, il est minoritaire. Dans la tradition islamique, dans la sunna, dans les hadiths, c'est-à-dire les textes attribués à Mahomet, c'est les paroles attribuées à Mahomet qui ont été répétées par une chaîne traditionnelle et qui complètent le Coran, tout ça, ça forme la loi islamique. Il est très très clair que vous lisiez Muslim, Bukhari, donc les grands commentateurs qui inspire le droit et la loi islamique, il est très clair que le djihad est offensif et défensif, les deux. Et il est violent. Et on doit attaquer régulièrement, par embuscade ou par des guerres déclarées, de manière djihad du verbe comme djihad de la guerre, on doit harceler le mécréant jusqu'à ce que l'humanité entière soit soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est le plan des frères musulmans. En 2001, dans l'enquête post-11 septembre, la police suisse a retrouvé un texte dans le siège dans la maison du propriétaire de la banque des frères musulmans à Lugano, en Suisse, la Taqwa Bank, Youssef Nada. Et dans son domicile, on a retrouvé un document qui a été écrit par Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan, l'homme qui a instauré les frères en Europe dans les années 60, qui avait été envoyé directement par son beau-père, Hassan al-Banna, le créateur des frères musulmans. Que dit Saïd Ramadan dans cet opuscule de 19 pages ? Exactement ce que dit l'ISESCO, un plan d'action pour développer l'islam à l'extérieur du monde musulman, essayer de faire en sorte que les minorités musulmanes ne s'intègrent pas. Si elles sont intégrées, il faut les désassimiler en les paranoïsant, en disant toujours qu'ils sont entourés d'ennemis pour qu'eux-mêmes créent un repli, et faire en sorte que ce noyau dur qui se replie pour ne pas être contaminé, d'une pierre deux coups, devienne un jour un noyau d'expansion pour islamiser l'Europe dans une logique de conquête. Et ce plan rappelle que l'objectif, le tamkin, des frères musulmans, c'est la domination planétaire, c'est-à-dire le retour d'un califat qui sera la domination, alors ils disent, pour que les lois de Dieu règnent sur toute la planète. C'est le terme officiel employé dans ce document, le projet, 19 pages, retrouvé par la police suisse dans la Taqwa Bank. C'est très intéressant parce que ça correspond aussi aux 50 propositions de Hassan al-Banna, le créateur des frères musulmans, donc le beau-père du monsieur qui a écrit le projet. Et dans les 50 propositions, pareil, culte du djihad, valorisation absolue de la violence islamique pour étendre le règne de Dieu sur la terre, y compris par le fait de tuer et être tué. Valorisation absolue. Djihad comme pratiquement 6e pilier. Pour la petite histoire, le créateur du djihadisme moderne, sunnite, parce qu'il existe aussi chez les chiites, mais chez les sunnites, c'est Saïd Qutb, qui était le plus grand idéologue des frères, Saïd Qutb, Q-U-T-B, qui était le plus grand idéologue des frères, qui a tenu la revue des frères musulmans, et qui aurait pu être guide, qui était le plus grand idéologue des frères, juste après Hassan al-Banna, et avant Kardawi, et avant Saïd Ramadan. C'est le père du djihadisme. Il est cité dans tous les textes qui montrent la généalogie du djihadisme. Donc, ce qui est extraordinaire, une organisation violente, dont une branche terroriste s'appelle le Hamas en Palestine, qui a inauguré l'attentat suicide chez les sunnites. Parce que vous le saviez, le côté kamikaze, ça vient des chiites au départ. Mais ça a été repris par les sunnites au contact entre le Liban et la Palestine, quand il y a eu une transmission de ce modus operandi au Hamas et au djihad islamique. Et ensuite, ça a été repris par Al-Qaïda et c'est devenu un modus opératoire de toutes les organisations islamistes sunnites. Donc une organisation qui est antisémite, complotiste, anti-occidentale. Saïd Ramadan, quand il a créé les frères musulmans en Suisse, avec le centre islamique de Genève, il avait une revue qui
insultait systématiquement l'Occident. La police suisse voulait l'expulser à plusieurs reprises. Il n'a jamais été expulsable pour 2 raisons. Et là, c'est très fort. Au niveau associatif, des professeurs de gauche et des intellectuels de gauche et des médias de gauche le défendaient systématiquement en faisant tout un tollé. Comme Tariq Ramadan, quand la DST l'avait interdit, c'était Mitterrand, c'était Daniel Mitterrand, déjà, elle, c'était Schwarzenberg, c'était Edgar Morin qui faisait des pétitions pour pas... D'ailleurs, on a supprimé l'interdiction de présence sur le sol français de Ramadan au bout d'1 an. Donc à chaque fois, ces types sont défendus par des militants d'extrême gauche qui les présentent comme le droit à la différence, comme des versions un peu barbues de l'exotisme tiers-mondiste. Mais en même temps, la CIA qui a fait des pressions à l'époque sur la Suisse pour ne pas extrader vers l'Égypte qui voulait le tuer Saïd Ramadan, parce qu'il était utile. À l'époque, la CIA disait « c'est bien qu'il y ait une base en Occident des frères musulmans parce que nous, on a besoin d'eux pour lutter contre le communisme ». On retrouve les contradictions de la géostratégie occidentale. Ça nous ramène à l'Afghanistan. Les frères musulmans ont recruté partout dans le monde des gens qu'on a envoyés en Afghanistan. Ça a été l'origine de la base. Al-Qaïda, c'était la base, des recrutés, des volontaires. Les frères musulmans recrutés, l'Arabie saoudite payée et la CIA équipée avec 1000 missiles Stinger. Ça a été l'origine du djihadisme, je dirais, stratégique. Donc vous voyez, tout cela, ça vient de très loin. Il y a des organisations, il y a des États qui sont derrière. La Turquie, elle a financé Al-Qaïda et Daesh en Syrie. Elle les utilise aussi en Libye et en Azerbaïdjan. Aujourd'hui encore, l'Arménie est attaquée par des djihadistes syriens qui sont affrétés par une agence de mercenaires turcs qui s'appelle l'agence Sadat, du général turc Tanriverdi. Donc tout ça, vous voyez, il y a un lien. On a des États qui sont coupeurs de langue, comme la Turquie, qui agissent au sein de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe pour faire des pressions pour qu'on adopte des lois qui luttent contre l'islamophobie. Mais en même temps, ils ont aussi une main parfois dans le djihad. On a des États comme le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar qui ont une main dans l'officiel, dans l'islam institutionnel mondial, dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit les lieux saints, El-Azhar, l'université de l'Égypte, etc., et une main dans le djihadisme. Les Afghans, talibans, ont été adoubés par le Qatar, qui a fait le lien entre les Américains et les talibans pour ce fameux processus de retrait américain en Afghanistan et de passation des pouvoirs aux talibans. Donc on a des États vraiment qui sont totalement schizophrènes, et c'est pour ça que je soutiens qu'il ne faut pas séparer totalement la stratégie des djihadistes coupeurs de tête et des islamistes institutionnels coupeurs de langue, c'est ceux qui veulent nous faire taire en nous traitant de racistes, parce que même s'ils n'ont pas la même stratégie, les frères musulmans ont fait croire qu'en Europe ils étaient pacifistes, et c'est pour ça qu'ils ont pignon sur rue. Même certains services secrets suédois, anglais, ont beaucoup cru en cette idée que puisque les frères musulmans ne considèrent plus l'Europe comme Dar el-Harb, terre de la guerre, mais terre de l'annonce, de da'wa, ou terre de la shahada, du témoignage. Ah, c'est merveilleux, c'est des belles phrases. C'est sûr que quand on dit « vous n'êtes plus terre de la guerre, vous êtes terre de l'annonce, du témoignage », en gros, vous êtes une terre où on a décidé d'être foncièrement pacifique. Et donc, ils ont un bras dans le terrorisme. Al-Qaïda a été créé par un frère musulman, Adzam, le maître de Ben Laden. Ben Laden était influencé par les frères musulmans. Leur référence était un frère musulman, Sayyid Qutb. Le Hamas est la première organisation djihadiste suicidaire. Elle est la branche officielle des frères musulmans. Mais cette organisation a réussi à faire croire, alors qu'elle est la matrice du djihadisme, en Europe, elle est dans l'antiracisme, le progressisme, l'alliance avec les WOC, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, et tous les maires de pratiquement toutes les villes de France les courtisent. Ça, c'était pas toutes, parce qu'il y a notre ami Lemoine ici, et lui, il a été très valeureux, on va pas, bien sûr pas tous, mais beaucoup. L'imam Chalgoumi me disait encore il y a quelques minutes au téléphone, il me dit, je peux même pas te donner tous les noms, c'est pratiquement la majorité des élus de droite comme de gauche, qui ont pacté, et même parfois certains anti-islamistes connus sur les plateaux. Ouais, l'islamisme, c'est pas bien, mais ils vont inaugurer la mosquée de Pantin. C'est ce que j'ai reproché à Valérie Pécresse il y a 1 an et demi. Après, on en a parlé, elle a dit qu'elle avait fait une erreur, admettons que ce soit vrai, mais elle a inauguré quand même la mosquée de Pantin, qui a diffusé la vidéo de harcèlement de Samuel Paty, qui a conduit à la fanatisation du Tchétchène, qui l'a buté. Vous voyez le lien entre coupeur de langue? On traite quelqu'un d'islamophobe, on harcèle un professeur en disant il faut l'interdire, il ne faut pas qu'il enseigne, ça fanatise des gens. En plus, on exagère, on dit qu'il a souillé, qu'il a humilié la fille, il a exclu la fille, il a humilié une jeune fille musulmane sans défense, une fille en plus. Donc on diabolise quelqu'un au nom de l'antiracisme version anti-islamophobie, et ensuite
Le coupeur de tête, il ne fait qu'aller dans la suite logique. Si un type a blasphémé, a insulté les musulmans, offensé la pudeur d'une femme musulmane, et s'il est foncièrement islamophobe et il a caricaturé Mahomet, le blasphème, c'est puni de mort dans la charia. Le Tchétchène qui a buté Samuel Paty est tout à fait cohérent. C'est choquant ce que je veux dire, mais il est parfaitement cohérent avec la doctrine des frères musulmans et pas uniquement avec ce qui n'a rien à voir avec l'islam, qui serait Daesh. Donc, conclusion, je crois que c'est la fin, non ? Il me reste combien de temps ? Tu peux encore un peu, si tu veux. Oui. Après, on peut faire des questions. Voilà, oui, après on va faire des questions. Conclusion, on a un plan, on a des États, on a des plans. C'est pour ça que je ne suis pas complotiste, c'est plusieurs plans, apparemment différents, parfois convergents, parfois ennemis. Parfois, ils se font la guerre. Je me rappelle la guerre pour le contrôle du halal. Le halal, c'est intéressant. Ça permet de faire un repli communautaire, puisqu'on ne mange pas comme les autres. Mais en même temps, c'est du business. La guerre du halal, je me rappelle, l'imam de la mosquée de Paris, Boubaker, m'avait raconté qu'on avait énuclé un type dans le cadre de la guerre du halal lorsque les frères musulmans voulaient gagner le terrain. Au départ, le ministère de l'Agriculture et de la Justice n'avait agréé que la mosquée de Paris pour le halal. Et la mosquée de Paris a une vision assez, quand même, correcte, modérée. Mais les frères musulmans savaient que c'était un moyen pour le repli communautaire, mais aussi d'autofinancement, pour ne plus dépendre uniquement de l'étranger. C'est important, l'autofinancement. Il y a eu la guerre du halal. Il y a eu des règlements de compte dignes de voyous, où les types, dans un hangar près de la mosquée de Paris, dans un garage, le type a été énuclé. Il y a eu la guerre du halal. Et petit à petit, les frères musulmans ont pris le contrôle du territoire. Et jadis, seule la mosquée de Paris était agréée pour le halal. Après, il y a eu la mosquée d'Evry. Et après, il y a eu des organisations, comme j'ai perdu un procès contre eux, je ne peux pas les mentionner, qui ont pris le contrôle du halal et qui aujourd'hui alimentent tous les supermarchés. Et ils sont liés aux frères musulmans. Et j'avais des notes, des renseignements qui montraient qu'ils étaient même liés à un moment à des organisations plus que dangereuses internationales. Donc vous voyez, tout est lié. Donc la capacité d'entrisme de ces structures qui ont des plans convergents ou divergents est extraordinaire. Ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Les Saoudiens, les Turcs, les Qataris, les frères musulmans, le Tabligh c'est indo-pakistanais, le Jamaat islami aussi c'est indo-pakistanais, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Parfois même à l'intérieur d'une même organisation, l'UOIF, musulmans de France, il y a des divergences entre des types qui continuent à être presque djihadistes et Tarek Oubrou, à l'entendre, il est carrément réformiste. À entendre Tarek Oubrou, il est presque, bientôt il sera apostat. Bon, il est sûr que lui, il voit surtout son intérêt, son business. Quelque part, Sarko n'avait pas tort quand il disait un type, quand il commence à avoir des intérêts, il est un peu plus malléable idéologiquement. Parce que le confort, c'est Paris vaut bien une messe, etc. Donc, et le pouvoir. Mais moi, je soupçonne ces gens de pratiquer la taqiyya parce qu'on a une certitude, c'est que Tarek Oubrou, il n'a pas quitté la mouvance des frères musulmans, tout en disant qu'il ne l'est pas. Alors, ce qui est extraordinaire chez les frères musulmans, ils ne le sont pas. Ils sont wokistes, antiracistes, pro-LGBT, progressistes, judéophiles, etc. Mais ils arrivent à vous faire croire qu'ils sont tout ça, qu'ils ont totalement changé, pourquoi pas, tout en restant dans l'organisation qui est liée à une structure qui dit qu'il faut buter les juifs, les mécréants, les apostats, les adultères. C'est extraordinaire. Et tout en continuant à dire du bien de Kardawi, qui dit les raisons pour lesquelles on peut buter 3 catégories de personnes, blasphémateurs, apostats et adultères. Donc c'est une capacité au mensonge qui est extraordinaire et qui est commune aussi aux coupeurs de tête. Les djihadistes, devant un juge, ils vont vous dire, déjà ils vont nier, comme le type qui est pris en flagrant délit par sa femme, vous savez, c'est pas ce que tu crois, etc. Ils vont nier. Quand ils nient pas, après ils font croire que tout à coup ils ont changé. Et il y a des juges assez naïfs pour les croire. C'est pour ça qu'on a des terroristes, on en a beaucoup qui ont été libérés par anticipation. On a des juges d'application des peines qui les ont libérés 3 ans plus tôt, etc. Ils ont cru à leur sort net. Un djihadiste a même le droit, comme un frère musulman, c'est la version russe de guerre de la taqiyya, chez les sunnites c'est plutôt russe de guerre, c'est l'idée que le mensonge n'est pas qu'une défense comme chez les chiites. La taqiyya au départ c'était plutôt une défense de survie. Le mensonge est une arme de guerre comme une arme de guerre. Ça fait partie de la guerre. La rue, c'est la moitié de la guerre. C'est selon une prophétie, selon une parole attribuée à Mahomet. Donc la ruse de guerre est fondamentale. La ruse de guerre est une arme offensive que l'on peut utiliser même jusqu'à renier sa foi. Un islamiste a le droit de faire croire qu'il est devenu athée devant un juge ou un bar pour aller commettre un attentat. Il est rasé, il fume du joint, il va draguer une mécréante et il va boire de l'alcool et manger du porc. Il a le droit de renier totalement. Il peut même dire qu'il n'est pas musulman, voire même, il a même le droit même d'insulter sa propre religion pour faire vraiment croire que vraiment il n'a plus rien à voir. Et après il se fait sauter. Ou alors après il infiltre
comme ceux qui vont séduire les LGBTistes, ou comme Tarek Oubrou qui a séduit Juppé, et qui aujourd'hui, vous le voyez, c'est l'homme le plus tolérant qui soit dans l'islam de France, mais il est toujours membre de l'association qui est la branche française des frères musulmans. C'est extraordinaire quand même. C'est comme si vous vous dites totalement antifasciste, mais vous êtes toujours membre du Movimento Sociale Italiano, qui est la structure italienne officielle du mouvement fasciste. Donc on a affaire à des gens, finalement, c'est double. En même temps, ils nous mentent, mais en même temps, ils annoncent la couleur. Ils nous mentent parce que, comme dans la chanson de Lio, on aime entendre ce qui nous fait plaisir. Ils savent qu'en disant des mots antiracisme, droit à la différence, on va être séduit, droit de l'homme, hein, le voile et la mini-jupe, c'est les droits de l'homme, disait Erdogan. Les droits de l'homme, c'est pouvoir choisir entre le voile et la mini-jupe. Ils disent des mots qu'on aime entendre, alors on est dupé et on croit qu'ils sont devenus progressistes, mais sans renier les textes obscurantistes, totalitaires et violents de l'organisation dont ils font partie. Ça, c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. C'est comme si vous êtes mouvement d'une structure, par exemple, nazifiante, et vous dites que vous avez des objectifs et des idées totalement différentes de cette organisation, mais vous en êtes membre. Et vous ne reniez même pas les textes, vous ne dites même pas qu'Alfred Rosenberg et Mein Kampf, c'était déplorable. C'est très très fort. Et donc finalement, c'est l'occidental le coupable. Et je conclurai sur ma première expérience au Liban. J'avais rencontré Annie Laurent à l'époque. Parce que moi j'étais très curieux, je découvrais pas mal de choses, je faisais un mémoire de sciences politiques, et je dis à un ami libanais, quelle est la façon dont les Arabes, pas que les Libanais chrétiens, mais les musulmans et les Arabes, les vrais Arabes, enfin, le Proche-Orient et le monde arabe avec toute sa littérature, son histoire, comment vous voyez l'occidental? Quel est le mot qui pour vous définit le plus l'occidental? Et ce qui m'a beaucoup amusé, je croyais qu'il allait dire croisée, domination, colonialisme, etc. Non, il m'a dit le mot basit, simplet, naïf. Et ça m'est souvent arrivé d'entendre, en gros, d'ailleurs, il y a même une expression tunisienne, mon père a vécu longtemps en Tunisie, comme beaucoup de Siciliens, je ne la répéterai pas tellement qu'elle est vulgaire, mais la façon dont le Tunisien de souche décrivait le français, je ne peux même pas vous dire l'expression arabe tellement qu'elle est d'une violence inouïe et extrêmement vulgaire. En gros, je vais vous le dire de manière la moins vulgaire possible, c'est celui qui aime se faire mettre et qui vous aide à le faire. Je m'excuse, c'est une expression très connue que tous les Tunisiens connaissent. Ne parlons pas d'autres expressions. Donc en gros, l'occidental qui bat sa culpe en permanence et qui est culpabilisé et qui par cette culpabilisation laisse faire les coupeurs de langue, qui eux-mêmes, et là c'est vraiment la conclusion qui montre qu'on est naïf de manière incroyable, le génie des coupeurs de langue, c'est qu'à chaque attentat, plutôt que de se remettre en question et d'interpeller leur texte qui prévoit la violence, ils disent, à chaque fois qu'on parle du djihadisme, c'est la preuve que vous êtes islamophobe. C'est extraordinaire, on tue au nom de l'islam, mais le fait d'en parler déjà, c'est de l'islamophobie. À l'ONU, au Conseil de l'Europe, dans l'Union européenne, à l'OSCE, dans toutes les organisations qui financent ces campagnes, comme la campagne du voile récemment, l'idée de base, moi j'ai lu beaucoup de leurs textes, comment ils définissent l'islamophobie? S'ils avaient dit c'est la haine envers les musulmans, ça aurait été le mauvais mot, mais ça aurait été déplorable. La haine physique envers les musulmans, bien sûr, c'est déplorable. Ou le mépris du musulman parce qu'il est né musulman ou parce qu'il a un nom musulman. Non, ils définissent l'islamophobie essentiellement, et là c'est extraordinaire, comme le fait pour une femme qui porte le voile est forcément victime d'une islamophobie structurelle. C'est-à-dire qu'ils ne s'encombrent pas de preuves. Ils ne donnent pas des exemples de femmes insultées ou frappées. C'est que dans la société ambiante, le non-dit va être une mauvaise perception négative de cette femme qui donc aura des problèmes structurels. C'est la fameuse idée du racisme structurel qui est géniale parce que pas besoin de prouver qu'il y a du racisme. On dit que c'est diffus. C'est pas dit, mais c'est évident. C'est pour ça qu'ils n'ont pas et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'emploi. Et l'autre définition de l'islamophobie qu'on retrouve dans tous leurs textes récents, l'islamophobie commence quand il y a une médiatisation des attentats islamistes et lorsque des mécréants, ou même parfois des musulmans modérés, osent faire le lien entre l'attentat qui a eu lieu, le dernier égorgement, et la religion musulmane. Ce n'est pas le fait de dire tous les musulmans sont djihadistes, ça ce serait bien sûr pas sympathique et islamophobe. Non, le simple fait de parler du djihadisme et de ne pas dire extrémisme violent, c'est de l'islamophobie. C'est pour ça que l'ONU et le Conseil de l'Europe, aujourd'hui, disent qu'il faut inviter les médias et les politiques et les analystes à ne plus jamais employer le mot islam associé à djihad ou violence ou terrorisme. Il faut dire l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, il ne faut pas qu'il y ait le moindre lien avec cette religion, comme si ça venait de nulle part. Et en plus, il noie systématiquement le poisson, systématiquement l'extrémisme violent qui n'a rien à voir même pas avec le salafisme, le wahhabisme ou l'islamisme, c'est surgi de nulle part, c'est du nihilisme, eh bien, il est totalement
sui generis, et il n'a absolument rien à voir avec aucune civilisation, aucun pays, aucune religion, même pas la tendance intégriste de l'islam. C'est extraordinaire. Et le fait de dire que ça, c'est pas vrai, si vous dites l'extrémisme violent islamiste est lié à une lecture de l'islam qui est celle du salafisme ou du frérisme, et il y a dans l'islam officiel, pas tout, mais une partie de l'islam officiel qui adhère à cette idée du suprémacisme islamiste et de l'autorisation d'être violent pour étendre ou défendre le règne de l'islam, eh bien vous êtes islamophobe. Donc ils ont réussi à faire passer le djihadisme comme une opportunité pour susciter la lutte contre l'islamophobie. Un exemple, parce qu'il faut toujours des exemples, 2017, attentat à Barcelone, 13 morts. Que fait la mairie de Barcelone le lendemain ? Elle décide d'un coup de faire une proposition qui va être votée quelques jours plus tard pour que la mairie de Barcelone, de Madame Ada Colau, multiplie par 3 l'aide financière à l'association locale des frères musulmans qui a infiltré une structure de lutte contre l'islamophobie. Et on voit les pancartes, moi j'ai les photos, je le montre dans toutes mes conférences quand j'ai des slides. Donc c'est extraordinaire, on tue des Espagnols. La revendication de Daesh, c'était pas la guerre en Irak, parce que c'était depuis longtemps fini, c'était il faut que l'Espagne redevienne islamique. C'était la revendication officielle de Daesh. L'Espagne doit revenir à El Andalus, parce que Barcelone faisait partie de El Andalus. Andalous, ce n'était pas que l'Andalousie, c'était toute l'Espagne sauf les Basques et l'Asturie. Donc l'Espagne est attaquée par un attentat dont le but, le motif, c'était l'Espagne doit devenir islamique, elle doit se soumettre à l'islam et redevenir une colonie du califat islamique. Et la réponse du mécréant qui dirige la région de Barcelone et la ville de Barcelone, c'est financer les frères musulmans qui sont la matrice de ce même djihadisme. Extraordinaire. Moi, je dis bravo. Si j'étais un islamiste militant, je dirais c'est le génie de l'islamisme. On les frappe et ils nous payent pour faire des propagandes, pour les accuser d'être islamophobes. Je les bute parce qu'ils sont des mécréants, je les bute parce que je n'aime pas ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont, et ils s'excusent d'être ce qu'ils sont le lendemain de les avoir agressés. C'est extraordinaire. C'est digne. Là, on n'est plus dans la géopolitique, on est dans la psychiatrie de groupe. C'est psychiatrique. Nous sommes malades. L'Occident est complètement malade. Il est culpabilisé jusqu'à la moelle. La culpabilisation de l'Occident est une pathologie collective extrêmement grave. D'ailleurs, quand vous parlez à un psychiatre ou à un psychanalyste, souvent, il vous raconte que beaucoup de patients subissent des problèmes, sont harcelés, attirent des prédateurs parce qu'ils sont culpabilisés. La culpabilisation est une arme de guerre pour l'ennemi. C'est une faiblesse tentatrice. Et quand l'Europe finance la lutte contre l'islamophobie et les frères musulmans, en plus, si encore, à la limite, si la lutte contre l'islamophobie était organisée par des soufis super modérés, comme Cher Bentounès, que j'aime beaucoup, qui est un homme extrêmement, ou même Chalgoumi, ou à la limite, on se dirait, bon, c'est pas vrai qu'on est islamophobe, mais ces mecs sont sincères. Non, c'est les islamistes, en plus, qui sont payés pour lutter contre l'islamophobie, avec nos impôts. C'est extraordinaire. Moi, j'avoue, je suis encore émerveillé. Après 20 ans, j'arrive toujours pas à comprendre à quel point on a pu gober ça. Et personne ne dit... Un autre exemple. Après le Bataclan, qu'est-ce que fait le gouvernement Hollande ? Avec vos impôts, 250 millions d'euros, on finance non, je crois même que c'est plus, mais vous pourrez vérifier, peut-être 500. On finance un clip vidéo où on voit un franchouillard bien français avec une tête pur porc, bien petit blanc, haineux, avec un regard vraiment le sale mec, on a envie de lui foutre un coup de poing dans la figure, et une gentille musulmane voilée passe, et dans la rue, bien sûr, c'est les lâches, parce qu'ils sont 10, elle est toute seule, c'est même pas un mec musulman, c'est une fille, et il commence à la frapper, il l'insulte et il la frappe. Et le clip finit, à la fin du clip, c'est écrit, ça commence par des mots, ça finit par des actes, et après c'est la mort. Donc en gros, l'idée, on est attaqué au Bataclan, quelques mois après avoir été attaqué à Charlie Hebdo, il y a eu plein de morts, et avec vos impôts, on finance un clip totalement ubuesque qui décrit un truc faux, que les femmes musulmanes seraient agressées par le franchouillard violent qui fait des ratonnades. Extraordinaire. Mais c'est fantastique. Mais mettez-vous à la place de l'islamiste djihadiste ou frère musulman, il dit, mais leur connerie est telle que c'est fou. Finalement, le vieux proverbe tunisien, excusez-moi, c'est vulgaire, mais je ne vous dirai pas les mots exacts, mais qui est très connu à Tunis, ils vous aident à les mettre. Ils se font mettre et ils donnent la main pour les aider. C'est d'une violence inouïe, mais c'est malheureusement ce que nos ennemis pensent, et je vais vous choquer, ils ont raison de le penser. Parce que nous sommes totalement suicidaires, ethnomasochistes. Et donc la réponse, là c'est à la fin de la conclusion, il faut quand même être optimiste. Heureusement, j'en parlais avec Xavier Lemoine, moi je pense que ce n'est pas du tout une majorité de musulmans.
Mais ce qui est vrai, c'est que la majorité des musulmans ne sont probablement pas du tout des islamistes politiques. Moi, je vois mes élèves musulmans, ils ne connaissent rien à l'islam déjà. Moi, j'y connais pas grand-chose sur le plan de la théologie, mais ils connaissent moins que moi. Ils ne connaissent pas leur religion. Et d'ailleurs, ils ont une vision souvent assez sympathique, parce qu'ils ne connaissent même pas les textes qui sont durs envers les trois grandes inégalités, l'esclave, la femme et le non-musulman. Heureusement. Donc, bien entendu, la plupart ne sont pas islamistes, la plupart. Mais la plupart des organisations qui les représentent sont islamistes. Ça, c'est grave. Si encore, il n'y avait qu'une organisation sur 10 dans le Conseil français du culte musulman, ou au niveau européen, ou en Suède, en Angleterre. Moi, j'ai fait le tour de toute l'Europe. À part l'Autriche qui commence à prendre des mesures, tous les pays occidentaux n'ont donné comme espace de représentation des musulmans que une marge de manœuvre à des islamistes. Le Tabligh indo-pakistanais, le Jama islami indo-pakistanais en Angleterre, en Hollande, etc. Les frères musulmans en France, en Amérique, en Angleterre, les salafistes wahhabites qui ont pignon sur rue, et le Millî turc et l'islam turc d'État du Diyanet, qui est concurrent mais proche du au niveau idéologique, c'est-à-dire l'islam d'Erdogan. Et ces pôles turco-pakistano-fréristes et salafistes dominent l'essentiel de l'islam européen. En France, il y a une petite résistance du côté de l'Algérie. Je ne suis pas payé par l'Algérie, mais il faut avouer que la mosquée de Paris, c'est le moins extrême, avec quelques imams totalement isolés comme Chalgoumi, qui est d'ailleurs menacé de mort tous les jours. Le vendredi, il me raconte, depuis des années, il a des gens qui viennent hurler « on va te buter », des mecs militants du Hamas. Il faut savoir que le maire de Saint-Denis a comme photo dans son bureau, me disait-il tout à l'heure, un des cadres du Hamas qui a buté plein de gens, qui a recruté des djihadistes. On a des maires élus en France qui sont les admirateurs d'un mouvement terroriste frères musulmans. Donc c'est une minorité qui tient l'islam de France, qui est plus l'islam en France que l'islam de France. Il n'y a pas d'islam de France, à part quelques figures isolées. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité des musulmans pourraient très bien accepter un islam apaisé, privatisable, c'est-à-dire de la foi. L'imam Boubacar de la mosquée de Paris me disait souvent, un musulman, pour être élu au paradis, il a besoin juste de respecter les 5 piliers. Les 5 piliers, il n'y a pas le djihad dedans, dans les 5 piliers. C'est la foi, c'est la charité, c'est un rituel qui est assez proche d'ailleurs du judaïsme. On pourrait faire de l'islam une religion assez proche du judaïsme, c'est-à-dire une religion ritualiste, ce qui est différent du christianisme, mais encadrée et qui pourrait enlever tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui n'est pas essentiel pour les 5 piliers, qui sont la seule condition pour être reconnu musulman, on pourrait l'enlever. Les mosquées cathédrales, les piscines séparées, les exceptions juridiques, non. Ce n'est pas du tout nécessaire pour être un bon musulman. Et donc il y a une bonne nouvelle, on pourrait faire un islam de France. Pour l'instant, on a un islam en France qui est un islam soit des ingérences étrangères, soit d'organisations islamistes, malheureusement de plus en plus autochtones, autofinancées. C'est-à-dire que quand Sarkozy disait « le problème, c'est l'islam étranger, et après ça va », n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a mis les frères musulmans à la tête du Conseil français du culte musulman, parce que pour lui, il les avait rencontrés, on en avait parlé ensemble d'ailleurs, il était tout content. Il dit, les frères musulmans, c'est un islam local. La plupart, c'est les Français 3e génération. De plus en plus, ils sont autofinancés par le halal et les dons des fidèles. Le Qatar, il finance que quelques grands projets. C'est un islam autochtone de la 3e génération. Mais moi, je préfère à la limite un islam algérien de Boubacar qui était payé par l'Algérie, mais qui était assez éclairé, plutôt qu'un islam bien français d'un salafiste de Brest, par exemple l'imam de Brest qui disait que ceux qui écoutent de la musique iront en enfer. Alors lui, il était bien français, 3e génération, il n'était même pas algérien, il était français, etc. De Brest, bretonnisant. Il a même un diplôme de laïcité, parce que quand il a été puni, on l'a encouragé à faire un diplôme à l'université de Bretagne pour avoir un diplôme de référent laïque. C'est quand même génial, c'est extraordinaire. Un salafiste pur, hein. Donc on a un islam de France totalement gangréné par des islamistes, à part le pôle de résistance de la mosquée de Paris, plus ou moins, mais quoique, ils ont reçu les frères musulmans encore hier. Donc même eux, ils ne sont pas frères musulmans, ils les détestent en privé, mais ils sont obligés de composer parce qu'il y a la peur aussi. Il y a la peur. Parce qu'il faut savoir, quand vous êtes contre les frères musulmans, dans les banlieues, on vous traite de pourris, d'agents des renseignements généraux, d'agents de la DGSI. Moi, je me rappelle, quand je parlais, et encore maintenant, à des gens de la base, un Uber ou un coiffeur ou un type, un boucher ou le boulanger qui a la tirelire là pour la Palestine. Moi, j'aime bien, j'enclenche la discussion, etc. Vous lui parlez de Boubacar, l'ancien recteur pendant très longtemps de la mosquée de Paris, c'est un bouffon, c'est un traître.
parce que c'est l'islam faillot, l'islam d'État. Donc, même les pôles modérés, ils savent qu'ils sont considérés comme des traîtres, ils peuvent même être en danger physique. Donc ils veulent quand même plaire, un peu comme Ghaleb Bencher, qui est un homme éclairé, que j'aime beaucoup, Ghaleb Bencher. Même lui, il a rencontré la Ligue islamique mondiale, il a rencontré les frères musulmans, parce qu'en plus, il y a cette intimidation, elle est permanente, physique ou psychologique. Le fait d'être traité de traître, c'est très dur dans l'islam. Parce que l'islam, c'est une religion un peu d'appartenance. Le christianisme ne peut pas comprendre ça. Un chrétien ne peut pas comprendre l'islam parce qu'il croit que c'est juste la foi. Nous, c'est tu crois en Jésus-Christ, qui s'est fait homme pour racheter les péchés du monde, tu es un chrétien. Si tu n'y crois pas, tu n'es pas un chrétien. Être musulman, c'est comme être juif, c'est une appartenance, c'est pas qu'une foi. Quand on a compris ça, on a compris que l'accusation de traître, elle est très dure à porter pour un musulman. D'où le fait que les masses sont plutôt positives, mais elles ne réagissent pas trop contre ces... Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ma conclusion, il faut casser de manière impitoyable les minorités agissantes qui veulent islamiser l'islam de France et qui veulent un islam en France plutôt qu'un islam de France. Mais il faut aussi lutter contre l'islam d'État, des ingérences, turques ou marocains, qui n'est pas beaucoup mieux. Les Marocains, qui président en ce moment le Conseil français de culte musulman, ils ont succédé d'ailleurs aux Turcs, qui eux-mêmes ont succédé aux frères musulmans. Ça reste soit un islam frériste, soit un islam turc ou marocain. On pourrait très bien casser tout cela. On n'a pas besoin d'avoir un islam qui est celui du Maroc, qui est quand même très conservateur. Savoir qu'au Maroc, si vous vous mariez une Marocaine, votre mariage ne sera jamais reconnu au Maroc si vous n'êtes pas converti à l'islam. Le Maroc interdit tout lieu de culte pour un Marocain. Un Marocain n'a le droit d'être que musulman ou juif. Il n'a pas le droit d'être chrétien. Et c'est ce pays qui récemment, à travers son porte-parole Moussaoui, disait qu'il n'y avait pas assez de mosquées en France. Mais quel culot quand même. Donc l'islam marocain n'est pas modéré. Quel culot! On interdit à tout Marocain le droit de choisir la religion chrétienne. Les églises ne sont réservées qu'aux touristes et aux coopérants et aux immigrés européens. Mais un Marocain n'a pas le droit d'être ouvertement chrétien. Il est sanctionné. Les pasteurs sont expulsés ou emprisonnés. Pareil en Algérie, depuis Bouteflika, ils ont fait plein de lois qui durcissent la lutte. Donc ce sont des pays, même ceux qui ne sont pas islamistes, c'est ma vraie conclusion, des pays qui ne sont même pas vraiment islamistes, comme les pays du Maghreb, ils se permettent de dire qu'on est victime d'islamophobie en Europe, qu'il n'y a pas assez de mosquées en Europe, mais dans leur pays, dans tous leurs pays, ils condamnent les prêtres, les missionnaires et tous ceux qui veulent se convertir à l'islam. Et c'est dangereux physiquement par rapport au groupe islamiste, et c'est même dangereux pénalement, puisque vous pouvez finir avec des amendes et des peines de prison. Donc il est temps qu'on soit un peu moins bassite, comme disait ce Libanais, un peu moins naïf, qu'on redevienne, et je vous assure, on sera beaucoup plus respecté. Moi, quand je parle avec des interlocuteurs, même qataris, un jour, le numéro 2 de l'ambassade du Qatar me parlait avec moi parce qu'il n'était pas content de ce que j'avais dit sur son pays. Puis à la fin, il me dit finalement, vous êtes un ennemi, mais finalement, vous êtes respectable parce que, contrairement à tous ceux qui nous ont demandé plein d'argent, notamment plein de députés, au moins, vous n'êtes pas venu nous demander de l'argent pour ensuite nous critiquer, etc., parce que c'était le cas. Là, j'avais assez honte de notre classe dirigeante. Donc voilà, on peut être moins naïf, et croyez-moi, on sera beaucoup plus respecté par des pays qui sont très identitaires si nous, on est identitaires. Si on est fier de notre civilisation et qu'on demande une réciprocité, ils nous respecteront 1000 fois plus que cette situation actuelle qui fait que nous ne sommes plus Dar el-Harb, nous sommes une terre de conquête, une terre du témoignage où c'est tellement cool l'Europe qu'on est payé pour convertir les Européens. Et en plus, l'Européen, malgré cela, il nous paye, mais il s'excuse quand même de ne pas être islamophobe. Alors qu'on ne dit rien sur la Chine ou l'Inde qui ont massacré plein de musulmans. Donc, croyez-moi, ils le savent très bien. Et quand Pasqua, et là vraiment c'est le dernier mot, quand Pasqua avait rencontré son interlocuteur, je le dis tout le temps parce que c'est intéressant, dans les années 90, il avait été brièvement ministre de l'Intérieur, et je lui avais dit comment vous avez fait quand vous étiez ministre de l'Intérieur, à un moment le salafisme n'a plus été financé, la Ligue islamique mondiale ne donnait plus d'argent, il n'y avait plus d'argent pour les mosquées qui venaient d'Arabie Saoudite. Il m'a dit tout simplement, je lui ai demandé à mon interlocuteur, je suis allé le voir et j'ai dit, tu n'aimerais pas que je finance des églises chez toi? Non. Et ben moi, je suis comme toi. Toi, tu es un bédouin, mais je suis un berger corse. On se comprend. Ça ne me fait pas plaisir que tu finances des mosquées chez moi. Et il m'a raconté, mon interlocuteur était même presque agréablement surpris. Pas de problème, mon frère. C'est parce que mon frère... Demain, il n'y a plus aucun financement. Et effectivement, pendant 2 ans, il n'y avait pas de financement. Ça veut dire qu'on n'a même pas demandé à ces gens de nous respecter. Et ils auraient tort de se priver, finalement. Là, je vais les défendre. Ils auraient tort de se priver. Voilà. Merci.
Alors, on est aussi militant de la francophonie. Un mot a été utilisé assez souvent, le mot buter. Tout le monde comprend ? Mille excuses pour cette vulgarité. Non, mais ça, c'est juste des questions de génération. Il y a des mots qui sont apparus peut-être plus tardivement. Ça veut dire assassiner, oui. Ouais, voilà. Non, mais je pense que tout le monde comprend. Vraiment, juste une petite question rapide. Malheureusement, on va devoir enchaîner parce qu'en fait, après, il y a le repas, etc. Donc, tu as évoqué l'histoire de cette Pax Islamica avec derrière en fait les frérots qui sont voilà, on contrôle tout, on contrôle les musulmans, ça sera paisible tant que vous nous laissez faire. Mais à partir de quel moment l'Europe a accepté ça et pourquoi on est aussi crétin? Enfin pas moi, l'Union européenne, etc. Ça vient d'où? C'est juste une lâcheté? C'est réellement une crétinerie congénitale? Oui, il y a déjà une part de crétinerie, christiano-crétinisme malheureusement, hein, parce que comme l'a très bien dit Annie Laurent dans un livre qu'elle a écrit, je crois, il y a 15 ans, les premières mosquées pour les frères et d'autres qui ont été accordées à des prosélytes musulmans, ça a été l'Église catholique qui a donné des parois, des anciens territoires, des anciens lieux de culte chrétien ou des terrains qui appartenaient à l'Église. Donc, c'est pas que les dirigeants, c'est pas que les laïcards, certains parlent du complot maçonnique. Non, c'est général. C'est général. Faut pas être dans le complotisme. C'est structurel. L'Occident est suicidaire. L'Occident croit que pour expier ses péchés, il doit disparaître. Il organise. Moi, je crois que la décadence est une pulsion collective. C'est pour ça qu'il faut une thérapie psychologique, même psychiatrique. Il faut réconcilier l'occidental avec lui-même parce qu'on a tous trempé un peu dans cet ethnomasochisme. Et nos élites, donc il y a une part d'ethnomasochisme, donc c'est un psychologico-idéologique. Il y a une part de compromission. Moi, le numéro 2 de l'ambassade du Qatar, ancien des services qataris, il me disait il n'y a pas beaucoup de députés connus, finalement, qu'on n'a pas arrosé à un moment ou à un autre. Voyage, conférence, ou carrément, je ne donnerai pas les noms, mais du cash. On a une ministre quand même française qui allait 3 fois par mois au Qatar. C'est extraordinaire quand même. On a un ancien Premier ministre qui fait du business avec une boîte d'avocats au Qatar. On a des anciens présidents, ministres et premiers ministres qui font des conférences à 200 000 euros au Qatar. Ça fidélise quand même. Ça fidélise, hein, c'est quand même. Et on a plein. Et troisième explication, là c'est quand même assez rare. Là, l'achat c'est assez rare. Quoique on a un ancien Premier ministre aussi, un autre qui roule pour la Chine depuis 20 ans. Vous voyez, donc finalement quand vous êtes un petit fonctionnaire, vous êtes expulsé pour une conférence dans un pays ennemi. Mais quand vous êtes ancien ministre, Premier ministre ou président, vous pouvez être payé par l'étranger depuis des années. C'est extraordinaire. La France, c'est quand même un pays merveilleux. Mais il y a aussi l'électoralisme. Chalgoumi me disait la vraie raison, c'est l'électoralisme des petits élus. Le petit élu, je vais vous donner une anecdote, paix à son âme, mais, parce qu'il est mort, Éric Raoult, pas le professeur, mais l'ancien ministre, que je connaissais bien, j'étais allé en Israël avec lui, je savais qu'il était très voltairien, plutôt laïcard, républicain, Voltaire, libéral. Et un jour, il est à l'origine d'une proposition de loi pour punir l'islamophobie. Dans le pays de Voltaire et du blasphème, rétablir la censure du blasphème. Extraordinaire. Et je le vois d'ailleurs à une réunion du CRIF, je voulais le choper depuis longtemps, gentiment, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Je t'ai vu en Israël, je t'ai vu dans des conférences à l'UMP vanter Voltaire, le droit au blasphème, parce que c'est un mec très très libéral. Vraiment, c'est la tendance pas conservatrice, mais libérale. Et il me dit, tu comprends, là, il a été d'une franchise sidérante. Je vous jure que c'est vrai. Enfin, il ne faut pas jurer. Je vous promets que c'est vrai. Il me dit, tu comprends, moi, je sais faire que ça, être élu. Ils m'en ont beaucoup voulu d'être allé en Israël et d'être proche de l'UPJF, le patronat juif, où j'ai fait beaucoup de conférences. Ils m'en ont beaucoup voulu. Et il fallait que je fasse un pas en arrière ou un pas de côté dans leur direction. Et donc, ça ne mange pas de pain. En plus, le cynisme des politiques, il me dit, de toute façon, cette proposition de loi pour condamner le blasphème, elle ne sera jamais adoptée. Donc, ça ne mange pas de pain. Mais ils étaient contents que j'ai plaidé pour leur requête obscurantiste. Ça leur a plu, mais tu comprends, je sais faire que ça d'être élu et je ne peux pas perdre les voix des musulmans. Le muslim vote, dont Gilles Kepel parlait dans la traduction anglaise de son livre en 1989, les banlieues de l'islam, il y avait déjà l'idée de muslim vote. Alors les Anglais sont en avance, ils ont 3 grandes capitales déjà dirigées par des musulmans. Bon, heureusement, certains sont modérés. Ben voilà, l'explication, elle est idéologique, elle est compromission et elle est électorale. Et elle est la culpabilisation, bien sûr, qui permet tout cela. Et aussi l'alliance islamo-droitiste, ça c'est l'intérêt, c'est le business, c'est en gros le Sarkozy-Rachida-datisme. Et il y a aussi l'islamo-gauchisme, qui lui est idéologique, ça a été théorisé par les trotskistes depuis les années 80, une alliance révolutionnaire contre l'occidental honni, qui est le même profil d'ailleurs que les wokistes, qui ne condamnent que le machisme blanc,
judéo-chrétien et jamais le machisme islamique. Donc il y a aussi des dimensions d'alliance cyniques, tactiques ou stratégiques assez contradictoires.